Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 2 de cet épisode spécial de Findings dédié aux Lost Media. Évidemment, je vous invite grandement à regarder la première partie que j'avais réalisée. Celle-ci est assez importante pour comprendre un peu l'univers des Lost Media, et aussi évidemment, ça me fait plaisir à chaque fois que vous regardez mes vidéos. Et oui. Putain, et d'ailleurs, j'ai découvert un Lost Media récemment. Je savais pas qu'il existait. Enfin, je l'ai pas découvert en mode je l'ai trouvé. Mais j'ai découvert qu'il existait un Lost Media. Parce qu'il y a un soir, après un stream, je voulais bouffer et je voulais me mater un film. Et du coup, je suis retourné sur ce site désertique qui est Netflix, où il n'y a pas beaucoup de trucs intéressants. J'ai maté un vieux film que j'avais jamais vu. J'avais jamais vu Cube. Vous savez, le film avec des cubes et des épreuves bizarres là, de torture. Et en fait, il existe un Lost Media où à la fin, on voit ce qui arrive au personnage qui sort et tout ça. Et ce Lost Media, il a disparu. Et en fait, c'est parce qu'à la fin, si vous connaissez pas l'histoire, les trois sont bien. Ah, abusé. Moi, je trouvais pas que c'était incroyable les personnages, le développement de personnages m'emmerdait. Mais le concept et un peu le côté énigme et tout ça, je trouvais ça bien. Mais Cube, putain, mais vous êtes tous des bandeurs de cubes, calmez-vous. Hein. Le premier est incroyable, le 2 puis la merde. Moi, j'ai pas trouvé que c'était incroyable non plus. Hein. Je trouve les dialogues entre les personnages sont lunaires. Il y a des bails hyper lunaires hein, quand même. Le premier est incroyable. Moi, je trouve que en fait, les personnages, j'arrivais pas à m'attacher parce que il y en a certains, ok, ils ont des personnalités, tu les comprends, mais je sais pas, il y avait tout un débat sur les personnages, ils débattaient sur le fait que ça soit un complot, et le mec, il est en mode, mais le cube, c'est une erreur qui a échappé à des gens, et t'es en mode, quoi? Tu comprends pas bien sa justification, et la meuf en face, elle le croit en mode, ok, tu m'as ouvert les yeux, vraiment, c'était lunaire, quoi. C'était assez lunaire, mais tout le reste, était bien, pour le coup. Un peu nanar, ok, mais le concept est ouf. Ouais, en vrai, le concept est bien, ça va, ouais. Regarde une analyse, il y a des sous-textes bizarres et des refs. Oui, bah, j'imagine. De toute façon, un scénar sans sous-texte, on s'emmerde. Qu'est-ce que j'allais dire? Et oui, et du coup, à la fin du film, il y a le personnage autiste qui arrive à s'en sortir. Et en fait, il existe une version qui, à l'époque, a été montrée à des petits comités dans des théâtres et tout ça. Une version que le créateur du film a brûlée. Et il a essayé de brûler le maximum de copies qui existaient. Une version où on voyait le type sortir et arriver sur une planète en mode alien. Et dans le ciel, il y a plein d'autres planètes terraformées avec d'autres cubes. En mode, le cube, c'est une sorte d'épreuve pour préparer des gens à vivre en mode colonie. C'était un peu bizarre, quoi. Voilà. Et du coup, je suis tombé sur le site Lost Media comme ça, parce que bon, d'habitude, j'y vais pas souvent, mais voilà. Le Lost Media, que je me suis posé des questions récemment. Dans cette fameuse première partie, je m'étais penché avant tout sur des cas de Lost Media qui ont été retrouvés. Ça aurait été naze, on est d'accord, c'est pour ça que le réalisateur a voulu brûler des copies. Hein. Dû à des efforts plus ou moins importants de la communauté. Mais avec cette nouvelle partie, on commence à plonger les pieds dans ce qui est la nature même des Lost Media, la frustration du mystère et le fait de spéculer sur des choses qui ont véritablement disparu. Dans cette vidéo, on va se pencher sur des Lost Media qui ont disparu, qu'on n'a toujours pas trouvés et qui sont recherchés activement, mais pour lesquels on a de l'espoir, pour lesquels on pense pouvoir les trouver. Que ce soit parce qu'on sait concrètement où ils se situent, ou alors tout simplement parce qu'on sait qu'il est impossible qu'ils soient complètement supprimés, tous ces Lost Media peuvent être trouvés et il n'est qu'une question de temps avant que ceux-ci leak sur internet. Des trois parties de ce finding sur les Lost Media, celle-ci est probablement la moins orientée horreur directe. Vous inquiétez pas, il y a quand même des sujets hyper violents, notamment le premier, qui est quand même sacrément violent. Mais là ici, dans cette vidéo, je veux pointer le doigt sur la nature Oh là là, ça a l'air trop stylé ce dessin animé, c'est quoi? Parfaitement étrange de la plupart des Lost J'aime trop l'animation. Media. Vous allez voir, la plupart d'entre eux sont assez surprenants et il y a une disproportion entre la nature Trop bien. même de ces Lost Media et les quantités de gens qui veulent les retrouver. Bref, avec cette vidéo, on rentre dans la nature même de ce qu'est un Lost Media, quelque chose de perdu et que l'on cherche encore. Vous allez voir, ça va être surprenant. Let's go! Elle est bien son intro avec la petite cassette là. Bonsoir bande dessinée. J'espère que ça va. On regarde du Feld-up. Bon, elle est longue quand même là, je pourrais cut là. Oui. C'est le dernier, je l'ai regardé cet après-midi. Ouais, c'est le dernier, moi je l'ai pas vu.
clip promotionnel pour les JO de Londres 2012. Le 24 août 2008, les JO de Pékin prirent fin après plusieurs semaines extrêmement mouvementées, notamment dues à la peur de désastres liés à la nature controversée d'un événement de cette envergure dans un pays aussi autoritaire que la Chine. Comme à chaque fois, il y a des controverses vis-à-vis des financements pour réaliser les stades, mais aussi des peurs de terrorisme, de censure journalistique, etc., etc. Mais malgré toutes ces peurs, la clôture... Ah, je m'en rappelle Putain, je me rappelle à l'époque, j'étais encore... j'étais jeune, hein, c'était il y a 10 ans, j'avais 16 ans. Moi, j'étais avec mon daron et à la télé, on avait vu on était vraiment curieux. On voulait voir la cérémonie d'entrée là, où ils ont fait des danses et tout. C'est vrai que la Chine, je m'en rappelle, ils avaient mis le paquet, hein. C'était quand même impressionnant, hein. En fait, c'est ça qui est terrible, c'est que la moitié des gens qui participaient à cet événement là, à cette danse, ils étaient probablement malheureux dans la vie. Mais quelle beauté quelle beauté qu'un système autoritaire qui peut forcer des milliers de gens à être au pas pour faire une sorte de... Enfin voilà, en fait, c'est la beauté esthétique dérangeante des systèmes autoritaires, comme la Corée du Nord, comme la Russie et tout ça. C'est vraiment ce côté clone, organisé, gestes répétés, le fait que tout est organisé pointilleusement, parce que le stress... C'est quoi ces préjugés? Mais vous êtes bêtes. Quelle beauté d'un système autoritaire qui a besoin de faire le prouveur. Vous faites, c'est beau l'autoritarisme. Mais soyez pas débiles, j'ai pas dit que c'était beau. J'ai dit que il y a un truc terrifiant et esthétique en fait dans les bails d'autoritarisme, avec le fait d'avoir une armée au pas, tout le monde se ressemble. Je sais pas, voilà, c'est de ça dont je parle, quoi. Je ne le souhaite pas, mais tant que ça existe, les choses qui existent, on peut quand même dire, regardez, la putréfaction, c'est quand même c'est pas ouf, quoi. Après, ça fait partie de la vie, du cycle de la vie, mais la putréfaction, loin de moi, non merci. Pas pour autant que tu peux pas trouver ça beau. Genre, quand tu zoomes au microscope, la pourriture, c'est quand même incroyable le microcosme, une sorte de monde enneigé. C'est très étrange. Voilà. De l'événement le marquera comme un succès et elle sera fêtée dans le pays tout entier, notamment lors d'une fête à la London House de Pékin. La London House, de ce que j'ai compris, aujourd'hui ça n'existe plus, mais c'était une sorte d'installation semi-temporaire, une sorte de musée éphémère qui était là pour faire de la promotion de la culture britannique et de la culture londonienne auprès des habitants de Pékin. La fête en question devait célébrer la transmission de l'organisation des Jeux Olympiques de Pékin à Londres pour 2012, en présence du Premier ministre Gordon Brown et du, à l'époque, maire de Londres, Boris Johnson. Et évidemment, entre quelques verres de champagne et quelques petits fours, on trouve des discours et des projections, notamment de clips promotionnels pour le tourisme au Royaume-Uni et donc à Londres. On trouve notamment un clip promotionnel qui a été créé par l'agence de tourisme Visit London et qui devait faire une sorte de collage de culture londonienne. Sauf que si on en parle ici, évidemment, c'est parce qu'il y a eu de gros problèmes avec celui-ci. Ok. Attendez, je vais fermer ma fenêtre, j'ai froid. Oh putain, il y a Ciacerello qui est coincé dans une boucle temporelle. Il va faire des critiques de cinéma sur ce chat de Cube. C'est bien, hein. C'est pas halluciné, mon ref. Je suis passé à autre chose, désolé. Ça vous intéresse? Oui. En effet, il a causé pas mal d'indignation, parce que parmi les nombreuses images classiques montrant la ville britannique sous toutes les meilleures couleurs, on peut trouver une image étrange en noir et blanc. Ouais. Cette image, c'est une peinture du nom de Mira, créée par Marcus Harvey. C'est la reproduction d'une photo d'une personne qui s'appelle Mira Heinle. Et si vous ne la connaissez pas, laissez-moi vous décrire la vie de Mira Heinle, l'intégralité de ce qu'elle a fait, et pourquoi l'inclusion d'une peinture de ce type, et on reviendra sur cette peinture, parce qu'il y a des problèmes avec la peinture. Elle a fait des dingueries. Elle a une tête à faire des dingueries, en tout cas. Sur elle-même, est un gros problème pour faire de la promotion pour Londres. Ça va devenir très dégueulasse très vite. Mira Heinle est née le 23 juillet 1942 à Crumpsall, une banlieue de Manchester. Durant les 3 premières années de sa vie, son père, Bob Heinle, était un homme absent car enrôlé dans l'armée pour la Deuxième Guerre mondiale. Quand celui-ci revint de la guerre, ils déménagèrent à Gorton, un quartier pauvre de Manchester, dans une maison minuscule et insalubre, tellement petite que Mira dormait dans un lit simple à côté de ses parents. Son père devint très vite violent du fait de son passage à l'armée et de son alcoolisme et commença à battre violemment sa femme et sa fille. Les choses commencèrent à changer à ses 5 ans quand ses parents eurent un deuxième enfant.
Super jusque-là. enfant qu'ils appelèrent Maureen, qui va changer l'intégralité de l'organisation de la ville. Maureen. Un nom de merde un peu. Pardon. Imagine, t'arrives en classe, tu dis je m'appelle Maureen. En vrai, il y a pire. Hein. Mira. Le problème d'avoir un deuxième enfant dans un appartement aussi petit, c'est qu'il n'y a pas la place pour 2 enfants, tout connement. Du coup, Mira se mit à vivre la majorité du temps chez sa grand-mère, qui habitait très proche de la famille, endroit dans lequel elle va vivre la quasi-totalité de son enfance. Au cours du temps, l'éducation de Bob Heinley va inculquer des valeurs de violence dans la tête de Mira, et des événements traumatiques vont la changer en tant que personne. Notamment un jour, un de ses meilleurs potes, Michael Higgins, l'invita à aller se baigner dans un réservoir d'eau désaffecté quand il n'avait que 13 ans. Ah ouais, ça donne envie. Elle refusera l'invitation, préférant aller voir quelqu'un d'autre, et elle apprendra quelque temps après le décès de celui-ci, qui s'était noyé à l'intérieur du réservoir. Ok. Elle va traîner une culpabilité énorme, ayant eu l'impression que si elle était venue, elle aurait peut-être pu le sauver. Avec tout ça, elle grandira relativement troublée, agressive et dure, jusqu'à ce qu'elle rentre dans la vie active à 18 ans environ, en se mettant à travailler comme secrétaire à Millward's Merchandising, une entreprise de manufactures diverses. Là, elle y croise un homme qui va changer sa vie, Ian Brady. Oula. Ian Brady, c'est un homme dont elle va tomber Il ressemble à David Bowie un peu. éperdument amoureuse et pour lequel elle va entretenir une fascination malsaine. Celui-ci était beaucoup plus vieux qu'elle, ce qu'elle cherchait étant donné qu'à 17 ans elle s'était fiancée avec un homme de son âge qui ne l'a pas convaincue. Et Ian Brady, lui, il avait les yeux, il avait les ongles manucurés, il avait les intérêts un peu étranges, il était un peu mystérieux, un peu Ouais, homosexuel quoi. Non. Investi. renfermé. Ça l'a attirée. Mais un truc dont elle se foutait complètement, qui faisait aussi partie du personnage et dont elle était au courant, c'était le casier judiciaire. Ian Brady était un homme qui avait pour réputation dans son enfance de torturer des animaux et des enfants. Il a été diagnostiqué plus tard comme purement psychopathe et avait déjà été inculpé pour plusieurs petits délits. Il avait également une fascination incroyablement intense pour... Il ressemble pas du tout à David Bowie. Bah sur une photo, c'est pas physio moufette. Non, c'est surtout que je me rappelle pas très bien de la tête de David Bowie en vérité. Je sais pas, il avait un peu la coupe de cheveux, un côté un peu efféminé, il était plutôt maigre. Là c'est sûr que là non. Le chancelier allemand des années 40, qu'il va, dès qu'il va commencer à montrer de l'intérêt pour Mira, partager avec celle-ci. Après 2 années de couple où ils vont étayer chacun leur fascination malsaine respective, et où Ian va de plus en plus désinhiber Mira, qui était de nature plutôt prude et timide à la base, celui-ci va commencer à émettre une idée, celle de commettre un crime parfait. On était alors en 1963. Ils vont aussitôt prendre un van, se balader sur une route de Manchester et sélectionner une femme de 16 ans, au pif, du nom de Pauline Reed. Heinley, seul dans le van à ce moment-là, va proposer à la jeune Pauline de rentrer à l'intérieur pour l'amener plus rapidement à son cours de danse. Ça, vraiment, je vois le truc arriver, hein. Mais ça me fascine comment, par amour, tu peux te mettre à être d'accord avec un tel projet, en fait. Fascinant. C'est arrivé, il y a les couples du trou et tout ça, ça a été un peu la même chose. C'est vraiment des questions, quoi. C'est comment tu peux ta perception, parce que j'imagine qu'à la base, c'est pas ce qui l'attire, en fait. Comment ta perception de la réalité peut être autant altérée par l'affection, par l'amour, au point que tu c'est connu cette histoire? Je connais pas bien, je connais pas moi. Fourniret aussi, ouais. Les Dutroux, il me semble que c'était ça, non, aussi, non? Beaucoup de femmes ont été complices comme ça, en mode dans la voiture. Ah, le tueur de la Toy Box aussi, on avait vu. Bref. Que Pauline va accepter sans broncher. Elle va lui demander si elle pouvait l'aider à retrouver un gant de haute valeur qu'elle avait perdu au milieu de Saddleworth Moor, un endroit très reculé et rural, proche de Manchester. Elle acceptera de l'aider, et là-bas, Ian les rejoindra, et puis tous les deux, ils vont... Vous comprenez quoi? Ouais. Et ensuite, la tuer et l'enterrer. I didn't think in terms of redemption, but if I did, I would have said, I knew I was beyond redemption, that I would never, ever be anything other than what I've become, totally corrupt, evil, wicked. Mais ouais, à la limite, faites des trucs comme ça quand vous êtes des psychopathes, hein, les êtres humains normaux, là. Désolé d'employer le mot normal, mais... Enfin, je veux dire, bon, faut être un peu débile quand même. Vous savez quand même que vous avez conscience que si vous faites un truc horrible, vous vivrez avec des spectres bien vénères toute votre vie. Hein. Ne faites pas ça en fait. Hein. Hein, le chat là, trigger warning, ne tuez pas des gens. Ne faites pas des choses atroces. Quand bien même c'est répréhensible moralement et tout.
bah, surtout, ça vous fait pas du bien, quoi. C'est le pire. C'est la pire manière de bon, voilà. Et Être méchant, c'est pas bien. Non, c'est pas ça. Tu peux être méchant en pensant être juste. Ça, c'est une différence. Mais là, il y a aucune justice là-dedans. Tu sais très bien que tu fais un truc horrible. Pas de justice là-dedans. ça, ce n'est que le début d'une tuerie qui va compter en tout 5 enfants, allant de 10 à 17 ans en tout, qui chacun sera tué, torturé sexuellement, psychologiquement, physiquement, de Ouais. certaines des manières les plus affreuses que j'ai pu lire, dans une tuerie qui est aujourd'hui connue comme les meurtres des Landes, une des tueries les plus connues de l'histoire britannique. Le cas est notamment connu car l'une des victimes, Leslie Ann Downey, a été enregistrée audiophoniquement lors de son meurtre et de sa torture par le couple. Et si l'enregistrement n'est Ah, c'est pervers, tellement pervers. heureusement pas sorti, sa transcription est un des trucs les plus horribles que j'ai pu lire. Des gens considèrent que ça c'est un lost media, mais j'avoue que comme personne ne veut entendre ça, j'ai pas voulu le compter quoi. Après le meurtre par Ian Brady de Edward Evans, un jeune homme de 17 ans qui sera remarqué par le beau-frère de Mira, David Smith, lui-même violent, Smith contactera la Oula, il a une tête, lui. police et amènera donc à l'interrogation du couple par celle-ci. Celle-ci arrivera à leur porte et leur demandera s'ils pouvaient fouiller le domicile à cause de suspicion de meurtre. Ian Brady acceptera jusqu'à ce que la police arrive à une porte fermée. Après un peu de négociation, celui-ci leur donnera la clé et le policier se retrouvera en face d'un corps ficelé, découpé sur le sol. Mais. Pardon, mais. Non, mais en plus, le problème des tueurs, c'est qu'ils sont cons. Genre, le mec est en mode bon, la police arrive chez moi, pas de souci. Allez-y, rentrez, tout est prêt. J'ai soigneusement fermé la porte. Vous ne pourrez pas accéder à la vérité. Ah bah tiens, ah mince, ah vous avez vu qu'il y a une porte, elle est fermée. Ah mince. Putain. Ah, la clé, oui, voilà la clé. C'est terrible, c'est... Mira, elle, ne sera pas Pourquoi ils sont si cons? arrêtée automatiquement. Pendant quelques jours, elle va essayer de supprimer quelques preuves, mais ce sera déjà trop tard. Oui, voilà, vous voulez une bière en fouillant la porte, là? La police avait déjà trouvé des photos pornographiques d'une des victimes et la cassette audio dont j'ai parlé précédemment. Ils vont également trouver des photos prises par Ian Brady où on peut voir Mira poser fièrement à Saddleworth Moors, à l'endroit exact où ils avaient enterré une de leurs victimes. Ah ouais, mais à ce stade, elle y prend beaucoup de plaisir, quoi. C'est même pas en mode, elle a suivi le truc une fois et elle est là avec son chien, en mode, mais quoi, pourquoi? En plus, comment tu peux aimer une petite bête comme un chien après avoir fait ça à des gosses? Ça aussi qui est fascinant. C'est la nature de l'attachement, en fait. Il existe encore de l'attachement. Elle a un petit chien, elle le prend comme ça, alors que sous ses pieds, il y a un gosse qu'elle a torturé. C'est ça qui me perturbe le plus. C'est la nature de l'attachement, quoi. La distinction entre le chien, on peut l'aimer, mais le gosse, non. Bref, à ce moment-là, ils étaient cuits et c'est devenu dans les journaux par la suite une des affaires les plus médiatisées. Ma femme est avocate pénaliste et elle a dit des magistrats sont à 85% des francs-maçons en France. Bah, c'est bien. Ça me fait rire, l'information comme ça. Bah oui. Et moi, pour vous dire, j'ai connu des francs-maçons. Alors moi, ça m'a jamais attiré, hein. Je me suis embrouillé, surtout avec un, où j'avais eu une discussion une fois où j'étais en mode, mais qu'est-ce qui t'attire? C'est le pouvoir, en fait. Et, et le mec était vraiment en mode, quoi? Non, c'est pas le pouvoir. Pourquoi tu sous-entends que je veux du pouvoir? Et je pensais que je touchais un truc sensible. Et, et en vrai, là où je relativise le truc, c'est qu'il y a quand même beaucoup de cellules franc-maçonnes et les gens, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, hein. C'est juste une occasion d'avoir un club de discussion avec une auberge espagnole à la fin. Littéralement, c'est ça. Il y a quelques clubs qui sont encore dans une logique de réseau, de pouvoir et tout ça. Il y a toujours un peu de ça, mais je veux dire, comme vous allez faire du rugby, bah, vous allez devenir pote avec des rugbyman. Vous allez faire des fléchettes dans un bar, bah, potentiellement, les amateurs de fléchettes, ça va devenir vos potes. Il y a un truc assez sensible, sauf que là, c'est un peu une société de philosophie partagée, de discours partagé. Il y a quelque chose, obédience de puissante. Il y a que quelques obédiences de puissante. Oui, oui. Mais c'est pour ça, il y a peut-être 85% des gens. Ouais, ça me paraît être beaucoup. Mais pas non plus que des gens qui ont du pouvoir, tu vois ce que je veux dire? Mais après, ça m'étonne pas que dans certaines professions, d'un coup, les gens... Voilà, ça m'étonne pas. Ça vote Macron et voilà.
Faut relativiser ça. Je pense qu'il y a quand même un truc très bourgeois hein, dans la franc-maçonnerie. Mais il y a des loges franc-maçonnes de gauche. Hein. Il y a des loges franc-maçonnes très à gauche. Comme les meufs qui font des réunions de Twitch, mais avec des vieux gars, les francs-mac. Il y a plus de pouvoir au golf et au Rotary Club. Bah oui, rien que ça. C'est-à-dire, le pouvoir, si vous le cherchez, vous n'allez pas le trouver en franc-maçonnerie. Hein. À la limite, vous allez trouver deux, trois trucs bizarres. Mais la vérité, tu vas au Rotary Club, oui, tu trouves beaucoup plus de relations de pouvoir, de quoi comploter, quoi. La presse Et donc, à cette époque, il y avait la peine de mort en Angleterre. C'était aboli quand, la peine de mort en Angleterre? s'est surtout focalisée sur Mira Heinle. C'était assez nouveau qu'une femme montre un tel niveau de violence et de cruauté, et elle sera notamment baptisée par la presse à l'époque la femme la plus diabolique du Royaume-Uni. Ça s'invente pas. Ils ont passé chacun le restant de leur jours en prison. Mira Heinle mourant en 2002 et Ian Brady mourant en 2017. Il y a notamment un loss média lié à Ian Brady. C'est qu'on sait actuellement que dans les mains de son avocat, il y a 2 mallettes verrouillées. On ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur Oula, il a mal vieilli. Hein. Bon, j'imagine que bon. de ces 2 mallettes, mais on imagine que ce serait peut-être des informations pour savoir où certaines des victimes auraient pu être, peut-être s'il y a eu d'autres victimes, essayer d'éclaircir des zones d'ombre de cette enquête, mais malheureusement, à cause des lois, la police n'a tout simplement pas le droit d'aller regarder et de demander qu'on ouvre ces mallettes. Du coup, encore aujourd'hui, c'est des loss médias. Alors, c'est horrible tout ça, on est d'accord, mais c'est quoi le rapport avec les JO ? Qu'est-ce qu'une image d'une peinture qui reproduit cette photo d'un mugshot, donc une photo d'arrestation de Mira Heinle, ferait dans un clip promotionnel Visit London? Bah, à mon avis, c'est juste. Ils voulaient mettre en avant le fait qu'il y ait des musées et ils ne savaient pas que c'était un tableau qui parlait de ça, j'imagine, non? Laissez-moi Simplement, non? vous parler un peu de la peinture. La peinture s'appelle Mira et a été réalisée par Marcus Harvey en 1995. Cette peinture, elle a une particularité, comme vous pouvez le voir, le trait il est un peu étrange, c'est qu'elle a été réalisée entièrement avec des empreintes de mains d'enfants trempées dans la peinture. Mais pourquoi? Ouais, je déteste tellement les artistes. Calme-toi, Feldup. Calme-toi. Pourquoi? Tu m'énerves là. Pourquoi d'un coup t'as besoin de mettre ça? Oui. Mais oui, ça pose des questions quand même. Mira est une peinture qui utilise des mains d'enfants pour reproduire le visage d'une tueuse vicieuse pédophile, parmi les plus horribles de l'histoire de son pays, qui a causé d'ailleurs une des folies médiatiques les plus importantes de son temps. Vous le comprenez, cette peinture est ultra controversée. Chaque exposition qu'il inclut crée des manifestations et des insultes, car concrètement, c'est de l'exploitation d'enfants torturés et morts. Ah oui, c'est comme chez nous là. En ce moment, il y a la peinture avec le truc pédophile là. En vrai, la peinture, elle est quand même abusée. Hein. Moi, mon avis là-dessus, c'est. Je sais pas si vous avez vu ce truc-là, là. La peinture est quand même abusée. C'est bien, mais bon. C'est-à-dire, je suis pas contre le fait qu'elle fasse sa peinture et que ça soit exposé dans des trucs un peu, mais au palais de Tokyo, bon. Ouais. J'ai pas la ref. En gros, c'est une. Je crois que c'est une. Je sais plus. Elle dénonce. Ah oui, oui, bien sûr, elle dénonce. Mais moi, ce que j'ai envie de dénoncer, c'est que bon, les petits bourges du monde de l'art. Qui se mêlent de causes, qui les regardent pas forcément et qui ont vu un documentaire sur l'Ukraine et qui font 3000 peintures en mode « Ah, j'ai senti la souffrance des Ukrainiens !» Voilà, ça va 2 minutes. Hein. Moi aussi, j'ai envie d'haïr les artistes un peu, là. Il m'a motivé, en fait. Voilà. C'est un contresens complet. Eh? Mais après, j'ai pas envie d'être en mode... Moi, je veux dire, c'est... Moi, je vais dans une galerie d'art, je vois cette peinture, je suis en mode « Ok, bizarre. » Mais je ne vais pas avoir envie qu'elle soit décrochée. J'ai pas envie de jeter de la peinture dessus. Pas comme ça. Juste que en fait, j'estime que l'art, on peut ne pas être d'accord avec une démarche, on peut la trouver sale, on peut être dégoûté, mais l'art a quand même cette fonction-là, tu vois. Et au pire, quand tu vas dans une galerie, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais que tu peux t'attendre potentiellement, surtout si l'expo, elle est intitulée en mode un peu bizarre, tu sais que tu vas te taper un truc un peu bizarre, bah, t'y vas en conscience de cause, hein. C'est-à-dire, les galeries d'art, c'est pas des trucs où tout le monde rentre. Tu rentres parce que tu as envie d'aller voir ça. Bon, après, le palais de Tokyo, c'est un truc très touristique, mais voilà. C'est ça. Oui, c'est ça. Mais c'est pas pour autant que ça démarche, faire cette peinture. C'est pas pour autant que la peinture me plaît, que je suis en mode girl boss basé sur ce qu'elle dénonce. Déjà, qui est-elle pour dénoncer ça? Est-ce que c'est universel d'être capable de dénoncer ça?
de cette manière-là. Est-ce que c'est la meilleure manière de le faire? Après, est-ce qu'il existe une meilleure manière de le faire? Je ne sais pas. Mais l'initiative en soi, bon, c'est pas, ça me fait pas, c'est pas révolutionnaire. Je suis pas en mode waouh, quelle dinguerie. Voilà. Un truc que je trouve fou, c'est que Mira À la limite, merci Carbone pour l'abonnement. À la limite, je préfère largement Lisa the First, combien même c'est très cursed que cette peinture. Hein. Désolé, hein. Je préfère l'ambiguïté et en même temps la compréhension que permet le premier Lisa. D'ailleurs, j'ai fait voilà, je fais de la pub pour de côté. Si vous voulez aller voir Lisa the First, j'ai mis le gameplay, je l'ai découpé, je l'ai mis dans temps fort. Voilà. Heinley elle-même a écrit depuis sa prison pour dire qu'elle était contre l'œuvre car elle trouvait que c'était pas cool pour les familles des victimes. Quand la femme la plus diabolique du Royaume-Uni est J'avoue, même elle est plus passée. Merci monsieur ZD. Elle-même en train de te dire que tu vas peut-être un peu trop loin, c'est qu'éventuellement tu devrais te remettre en question. Mais bon, Marcus Harvey s'est défendu en disant que la peinture était un moyen de retranscrire le gouffre abyssal entre l'innocence du monde de l'enfance et l'univers dépravé des adultes. En vrai, il y a une idée, genre Mira a fait disparaître les enfants avec ses mains. Au contraire, dans la peinture, les enfants la font disparaître avec leurs mains. C'est un genre de chiasme. Ouais, je peux voir le truc comme ça. Mais après, tu peux aussi voir une certaine violence que... Je sais pas, moi, par exemple, tous les enfants à qui t'as demandé ça, en mode ah, bonjour monsieur, on participe à une œuvre, qu'est-ce que c'est? Ah, bah, c'est une tueuse d'enfants, et vous allez poser, enfin, je sais pas, tu vois, déjà le contexte, et le fait de se faire mousser artistiquement autour du truc un peu subversif. Hein. Ouais. Le gouffre Moi, je doute de la démarche. Ça veut pas dire que j'ai envie que l'œuvre disparaisse, tu vois. Abyssal entre l'innocence du monde de l'enfance et l'univers dépravé des adultes. Et depuis 1999, elle n'a pas été... Je suis pas de votre camp normalement. Oui, mais tu sais, ici, il y a plusieurs personnes qui ne sont pas de ce camp normalement. Et ils aiment bien le contenu et tout ça. Mais c'est parce que moi, je banne pas sur cette chaîne. J'aime bien discuter avec les gens. Quand les gens ont des avis désastreux, je les affiche et je les insulte un peu, mais ils peuvent rester. Exposé c'est pas un problème. Une seule fois. Mais du coup, on réitère la question, qu'est-ce que ça fout dans un clip promotionnel pour les JO de Londres 2012? Sachant que ça fait quand même déjà plus de 10 ans que c'est périmé cette histoire de peinture. Visit London a répondu à tout ça en disant que tout simplement ce clip promotionnel avait été réalisé avec des images de stock qu'ils utilisaient déjà depuis très longtemps dans des clips promotionnels touristiques divers et que jusque-là, Non mais spammer des trucs nazis. En fait, le spam et les trucs qui vont trop loin, bien sûr que je banne. Mais les gens qui sont en mode, genre là, j'ai pas répondu, mais Pink Flamingo qui a dit oh là là, la peine de mort, elle aurait pas dû être abolie. J'ai pas envie de rentrer dans ce débat, mais j'y ai pensé. J'étais en mode ok, j'ai peut-être envie de réagir, mais j'ai pas envie de me lancer dans 15 minutes à parler de ça. Voilà, ça me dérange pas. Ces gens-là peuvent rester. C'est-à-dire, ils spamment pas des trucs nazis, il a juste des avis qui ne sont pas les miens. Et c'est intéressant, je veux dire, ce stream ne serait pas intéressant si on était tous d'accord. Vous avez bien conscience quand même. Je veux dire, ne serait-ce que vous, hein, des fois vous discutez dans le chat, vous débattez, vous insultez parfois. Et c'est bien, c'est productif. Au moins, c'est un terrain d'exercice militant pour certains, quoi. Ils essayent de corneriser d'autres qui n'ont pas les mêmes avis qu'eux. Discuterais avec moi IRL, tu me mettrais un coup de tête. Ah, peut-être, hein. Peut-être. C'est l'avantage du pseudonymat, quoi. Après, je sais pas, visiblement, t'as l'air de vouloir un coup de tête, quoi. T'annonces la couleur avant, quoi. Si tu veux des coups de tête, il y a des dominas qui peuvent le faire, mais c'est pas gratuit. Déjà depuis très longtemps dans des clips promotionnels touristiques divers et que jusque-là, l'inclusion de Mira n'avait jamais été notée. Le clip promotionnel n'aurait été donc diffusé que très peu de fois en Chine et pas de manière publique, à l'exception de sa présence présumée sur le site internet de Visit London selon un article de The Guardian datant du lendemain de sa première diffusion. Beaucoup de gens veulent retrouver ce clip promotionnel. Comme beaucoup, ça serait intéressant de voir cette sorte de juxtaposition improbable entre un serial killer et un clip touristique. Mais la recherche de celle-ci est plutôt compliquée. On peut demander à Visit London, mais j'imagine qu'ils veulent pas entacher encore plus leur image, étant donné que ça a causé un mini tollé dans les journaux après. Ou alors on peut se contenter de quelques petites archives qui prouvent bel et bien qu'elle a été diffusée. On trouve cette photo à l'intérieur de la London House, ou alors cette petite interview sur la télévision chinoise centrale, où on peut voir en fond le clip se jouer. Ce petit extrait... Ça c'est vrai que même ça fait peur, hein. L'image même de loin comme ça, elle fait flipper. Hein. Et la seule archive vidéo de ce clip promotionnel qu'on a pu trouver.
Il y a de l'espoir de pouvoir retrouver ce clip promotionnel, de pouvoir enfin voir l'une des plus grosses bourdes de communication de l'histoire du tourisme. Il est certain que Visit Oh, abuse, il y a eu pire. Hein. London l'a dans une archive, ou que des enregistrements pirates de la fête à la London House de Pékin existent. Il est également possible que quelqu'un ait pu télécharger la version qui a été diffusée sur le site de Visit London, mais pour l'instant, on est dans le flou total. Ce fragment controversé de l'histoire touristique de Londres reste aujourd'hui disparu, et les recherches continuent. Mario 64, Big Star Secret. Mais putain, mais en fait, je me demande, alors, les gens du coup qui cherchent les Lost Media, c'est quoi leur vie? Est-ce que c'est genre... Est-ce que c'est le personnage de Monster là? C'est Dr Tenma? Parce que c'est fascinant. Les gens ils sont en mode ok, il y a ça qui a disparu, certains vont chercher. Mais est-ce que d'un coup ils sont dans la rue, genre ils se mettent à boire, à vivre par terre, à vivre dans des squats, en mode je vais chercher ce Lost Media? C'est quoi leur vie à ces diggers là? Alors là, définitivement, on a le sujet le plus bizarre de toute la vidéo. C'est un changement complet d'ambiance, on passe vraiment du coq à l'âne, mais c'est également un des sujets que j'ai pu traiter sur ma chaîne, je suis sérieux, qui me fascine le plus. Laissez-moi vous parler d'une des vidéos les plus recherchées par les internautes les plus bizarres du web. Quand vous allez avoir la description de la vidéo, vous allez halluciner. Tout simplement parce qu'il y a une disproportion vraiment très drôle entre la nature de la vidéo elle-même et la... On le fait tous à notre manière, le digging. Ouais, mais quand t'as un objectif comme celui de quelqu'un qui veut trouver spécifiquement ce média, c'est-à-dire ta vie, ça devient Dr Tenma. Tu cherches un truc dans une fourmilière. En mode, genre, t'es perdu dans la ville ou je sais pas où, et t'es en mode, où est-ce que je vais trouver ça? Et tu passes des années, des mois à te balader, à chercher. Enfin, c'est passionnant. Enfin, c'est passionnant, c'est fascinant qu'il y ait des gens qui... Je sais pas, je me demande jusqu'à quel stade certains vont, en fait, c'est ça. Quantité d'efforts de... Ce serait intéressant de rencontrer des diggers de Lost Media. Genre ouais, voir à quoi ça ressemble un vrai digger de Lost Media. Quelqu'un qui creuse. À sa vie à ça, c'est fascinant. À mon avis, il y a un bail très Ikokomori hein, avec les Lost Media. C'est-à-dire des gens qui restent chez eux, et ils font des courses, ils sortent de temps en temps, et le reste du temps, ils sont fascinés par le fait de creuser. Recherche qu'il y a pour la retrouver. C'est un des sujets les plus longs de cette vidéo. Mario 64, c'est un jeu qui a stimulé la créativité et étonnamment l'horreur de millions de personnes. Incroyable. C'est un jeu vidéo mythique aujourd'hui et je pense sans trop de problèmes pouvoir dire que c'est le jeu qui a eu le plus de rumeurs et de légendes urbaines d'horreur à son sujet. C'était surtout le cas il y a environ 3-4 ans quand il a à lui seul, avec juste toutes les rumeurs qui tournaient autour, démarré le même Iceberg qui a donné une carrière à ma chaîne. Et une des légendes, le même... Je regarde vite fait le truc, parce qu'il y a peut-être des trucs. Haunted Deer Texter, ouais. Les courses enlevées, le truc de fin, ouais. Skybox, Harp, photographe, Secret Slide, Dimensional Rift. Ouais, je comprends rien. Womb Fortress intérieur. L'intérieur de la Womb Fortress. Yoshi commit suicide. Quoi? Mais il n'y a pas Yoshi dans 64. Il y a Yoshi dans Mario 64. Yoshi commit suicide, pardon. C'est celle, ok. Iceberg, qui a donné une carrière à ma chaîne. Et une des légendes les plus connues de l'histoire de Mario 64, c'est le fameux El Israel 2401. Sur le toit du château, il y a Yoshi qui fait un suicide. Dans le château de Mario 64, si vous prenez la porte vers le couloir du bas, vous pourrez vous rendre à la fontaine dans un petit parc entouré de boue. Ce parc-là, il était flippant un peu. Ici qu'on peut avoir accès au niveau de la maison hantée, qui a aussi marqué les joueurs. Moi, quand j'étais gosse, je me disais, mais attends, il y a des boues dans le jardin. C'est terrifiant, ça veut dire qu'il y a peut-être des boues autre part. En fait, les boues, ils peuvent sortir du niveau. Et j'étais en mode, mais putain, mais à tout moment, il y a un bout qui va surgir du mur et je vais crier, tu vois. Pour des raisons tout à fait similaires. Le jeu est incroyable. Piqûre de rappel. Oui, le piano. Oh putain, Feld Up, mais pas des screamers. Voilà, ce piano, je pouvais pas l'approcher quand j'étais petit, comme tout le monde. Les livres aussi, là. Mais ici, c'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui nous intéresse, c'est cette statue d'étoile placée au milieu de ce petit parc. Je me rappelle. Sur cette statue, il y a cette plaque avec une écriture ultra floue. Et ici, certains arrivent à lire. Oui, j'ai essayé de la lire plusieurs fois. Soit Eternal Star. Eternal. Ouais, on dirait Sfar, c'est peut-être Johan Sfar, un truc sur Johan Sfar, le prochain bouquin de Johan Sfar. Soit le mystérieux El Israel 2401. El Israel 2401. Ouais, ils abusent. Hein. Luigi Israel. Luigi Israel 2401. 2401. Pour certains, c'était donc un indice clair. Luigi
était disponible à l'intérieur du jeu et on pouvait le débloquer à l'aide d'un mystère lié au chiffre 2401. Et là, les Attends, le 24 janvier, Luigi, il y a un truc avec Luigi le 24 janvier? Donc juste avant Noël? Non, ah non, Noël c'est en décembre. Il y a quoi le... Non. Non. rumeurs de cours de récré, elles vont fuser. C'était un truc de fou. Il faut faire 2401 fois le tour de la statue, il faut la frapper 2401 Il y a des gosses qui ont vraiment fait ça. fois, il faut finir le jeu en attrapant toutes les pièces dans tous les niveaux, même celles-ci là qui sont bloquées dans le sol. Bref, Luigi n'a jamais été dans le jeu. Néanmoins, je vais vous raconter une petite anecdote qui va matrixer la plupart des gens qui ont joué à Mario 64 dans leur enfance et qui ont entendu parler de cette rumeur. En 2020, il y a eu un leak gigantesque de vieilles assets de Nintendo et de versions vieilles de plusieurs jeux, et on a eu accès à des fichiers de développement de Mario 64. Et quel modèle 3D on peut trouver dedans? Celui de Luigi. Et encore plus ouf, c'est que le modèle a été rassemblé exactement 24 ans et 1 mois après la sortie du jeu. Oui, mais ça c'est connu. C'est-à-dire Ah non, c'est pas connu, la date je savais pas, mais que Luigi avait été prévu. El Israel 2401. Voilà, si vous avez cru à cette légende urbaine à l'époque, vous devriez être comme des oufs. Sinon, ça vous en touche une sans faire bouger l'autre. El Israel, Ah oui, je m'en branle un peu. c'est maintenant un écho naturel de la notion de rumeur de jeux vidéo. Et c'est tout à fait naturel qu'une quantité de hoax vidéo des débuts de YouTube ont foisonné, essayant de capitaliser sur la rumeur pour faire du clic. Et parmi tous ces fakes, il y en a un qui est particulièrement notable. Super Mario 64 Big Star Secret. C'est une vidéo qui a été créée par Adam Bounds, que l'on va appeler par son pseudonyme de l'époque Lotusman17. Celle-ci a été postée le 15 août 2007 avant d'être supprimée fin 2012 et aurait amassé plus de 900 000 vues avant sa suppression. Il faut considérer très sérieusement qu'à l'époque, un tel score de vues sur une vidéo sur un sujet aussi niche, c'est assez anormal et c'est plutôt dantesque. Surtout quand on se dit que la plupart de ces vues datent de avant 2010. C'est très impressionnant, surtout pour une vidéo qui, vous allez le voir, est pas folle. Laissez-moi vous faire une description du déroulé de cette vidéo selon des témoignages de gens qui l'auraient vue à l'époque. La vidéo, basée sur le mythe de El Israel, serait un tuto pour débloquer Luigi. Des textes Windows Movie Maker apparaissent régulièrement pour montrer les étapes du processus de déblocage, texte qui serait blanc sur fond noir. En arrière-plan, une musique, Whispers in the Dark du groupe Skillet, se joue. Toute la partie gameplay est enregistrée avec un téléphone Motorola Razr V3 et se passe dans le château, Putain, c'est précis, c'est exactement le téléphone. avec des excentricités bizarres mises par Lotusman17 qui attirent évidemment l'œil. On est clairement en face d'un cas de quelqu'un qui joue sur émulateur sur PC et qui a modifié le jeu avec des mods. Il y a des portes qui n'existent pas dans le jeu, les briques sont beaucoup plus noires et beaucoup plus sombres, mais également Mario n'est pas rouge et bleu, mais bleu et noir. À la fin de la vidéo, après avoir donné l'instruction de tourner autour de la statue pendant un temps précis et après avoir donné un coup de pied au bout, un texte apparaîtrait selon des discussions sur forum de l'époque, disant d'appuyer sur A en face du mur. Juste après ça, un screamer. Oh non. Pas n'importe quel screamer, hein. C'est un cut extrêmement mal foutu de la pub café. Vous savez, la Ah, c'est juste ça, c'est... vidéo là, avec la petite voiture dans la forêt. Si vous êtes né dans les années 2000, elle vous a forcément marqué. Oui, ce troll vidéo complètement pas ouf, c'est une des vidéos les plus cherchées du web actuellement. Un fake troll mal branlé de 2007 Mais c'est incroyable. est un des lost médias les plus populaires. Et vous allez voir le nombre d'infos qu'on a sur cette vidéo, c'est un truc de malade. Bienvenue dans le monde des chômeurs du Lost Media Wiki. La recherche commence en 2015 sur le Screamer Wiki, une autre communauté de niche fascinée par les vidéos screamers. Cet utilisateur, nommé Skoulogos ou SCL, postera pour la première fois une sorte d'avis de recherche à propos de la vidéo. Skoulogos, il a bien un nom à dire mon chat. D'autres utilisateurs répondirent au thread en disant l'avoir vu aussi et vouloir la revoir par nostalgie. Malheureusement, personne n'arrivait à la trouver. Soudain, en 2017, un utilisateur répondra au thread en envoyant des explications et des souvenirs liés à la vidéo. Apparemment, celle-ci, avant sa suppression, s'accompagnait d'une annotation, une fonctionnalité maintenant supprimée de YouTube où tu pouvais faire afficher des boîtes de texte avec de la couleur en transparence pour donner des informations sur ta vidéo à certains endroits. Cette annotation disait que Lotusman allait probablement supprimer la vidéo car il recevait beaucoup de messages de haine pour une petite vidéo qu'il avait fait par ennui à l'époque quand il était plus jeune et que ça devenait trop pour lui. Cette petite information nous donne déjà des pistes sur pourquoi il aurait été supprimé en 2012. Mais ça va beaucoup plus loin. En effet, à un moment, quelqu'un sur cette discussion va trouver un vieux lien vers la vidéo. Et à cette vidéo n'était attachée qu'une archive Wayback Machine, où malheureusement la vidéo elle-même n'était pas attachée. Putain, alors en même temps, moi je comprends cette haine. Ça me rappelle quand je travaillais en bibliothèque, il y avait des usagers que je voyais souvent. Et du coup, je m'entendais bien avec, je discutais avec. Et il y en avait un en particulier, c'était un gosse.
Et en fait, c'est un gosse, il venait là parce que ses darons, ils avaient pas d'ordi, internet et tout. Donc en fait, il venait à la bibliothèque pour aller mater Squeezie et tout parce que je crois il était en 6e ou 5e, donc il commençait à sociabiliser, il se rendait compte qu'il fallait mater des trucs comme ça. Et en fait, un jour, j'ai eu une discussion où il était en panique parce qu'en fait, il avait découvert les trucs de creepypasta, comment ça s'appelle? Merde, la souris. Mickey qui veut se suicider, Mario, les trucs comme ça. Et vraiment, il était au bord de la crise. Il me disait, mais comment des gens comme ça peuvent exister? Ils me veulent du mal, j'arrive plus à dormir la nuit et tout. Et en fait, il faut se rendre compte, hein, c'est bien des creepypasta et tout ça, mais derrière, ouais, t'as des gosses qui regardent ça, ouais, et leur perception du réel, elle est pas formée, quoi. Le bébé Kadom, ah ça va, il avait genre 10 ans. Néanmoins, on peut voir plusieurs choses, notamment le ratio like-dislike représenté par des étoiles à cette époque de YouTube, où tu devais noter les vidéos de 1 à 5 étoiles, mais également une feature oubliée de YouTube, une réponse vidéo. En effet, au tout début de l'époque de YouTube, tu pouvais répondre à une vidéo avec une autre vidéo qui s'affichait ensuite en dessous de celle-ci. Si ça peut paraître comme une idée sympa sur le papier, qui a pu amener des trucs sympas comme To The Ark, les vrais savent, ben ça a surtout amené son lot de harcèlement vénère et de contenu cancer avec notamment la situation tristement connue des Reply Girls, une des situations les moins intéressantes de l'histoire de YouTube. Et bref, dans cette archive du lien YouTube, on trouve cette vidéo qui n'a pas été supprimée, qui est un prank plutôt classique que tu faisais, où quelqu'un fait jouer la vidéo à son petit frère et filme sa réaction. Voilà, ici vous pouvez voir la seule trace vidéo restante de la vidéo Super Mario 64. C'est horrible. Big Star. Mon frère, il l'a fait, hein. Il m'a fait mater le truc avec la voiture et le screamer. Quel chien. Il m'a fait aussi voir la vidéo où il faut mettre son doigt là sur l'écran, je sais pas. Secret, un zoom flou sur le tout début et la toute fin de la vidéo. Putain, il va hurler, le pauvre. Et quel bâtard, mais au moins, la vérité, les grands frères et les grandes sœurs sont horribles de ce point de vue-là, mais découvrir ça avec ses frères et sœurs quand ils sont plus grands et qu'ils ont du recul, au moins, c'est moins matrixant que quand t'es un gosse seul et que tu trouves un truc de creepypasta sur internet et t'arrives pas à en discuter avec tes parents parce qu'ils comprennent rien et t'es en mode putain mais à qui je peux le dire et tout. La vérité. Si c'est Moi ça m'a fait du bien, hein. Mon frère, par exemple mon frère il a joué moi j'avais 8 ans, devant moi il a joué à RE4. Il a joué à RE4 devant moi là, le village, enfin le truc... j'ai vu que le début, hein, le village où il y a les zombies et tout. J'étais terrifié, je me chiais dessus. J'avais jamais vu de zombies avant, en fait, j'avais jamais vu de film de zombies et tout, je comprenais pas ce que c'était. J'étais en mode quoi, mais il y a des humains agressifs, c'est terrible. Et en vrai, ça m'a beaucoup moins traumatisé parce que bah il était là en fait. La seule trace vidéo qu'on a aujourd'hui, c'est loin d'être la seule information supplémentaire. Parce que très très vite, les utilisateurs, ils sont partis très très loin. En 2020, les recherches deviennent beaucoup plus actives, notamment à cause de la mode des lost media qui s'intensifie. Mais aussi, il y a un youtubeur nommé Malv qui a fait des vidéos sur le sujet. Celles-ci ont atteint rapidement plus de 10 000 vues et ont permis de recruter des tonnes de personnes dans la recherche. Et on en arrive lentement au point où en 2020, un groupe de personnes du Lost Media Wiki Discord s'est réuni afin d'organiser la recherche de manière plus efficace et plus centralisée. Ce groupe va notamment créer cette image, qui va de nombreuses fois être refaite, une sorte de poster, de flyer, qu'il fallait copier et reposter un peu partout sur internet, pour stimuler la mémoire d'internautes aléatoires ou enrôler des gens dans la recherche. Donc si vous dites que faire une sorte de flyer pour la recherche de cette vidéo c'est peut-être un peu trop, ça continue. Des utilisateurs vont se mettre à écumer des tonnes et des tonnes de playlists avec des centaines de vidéos de screamers réuploadés qui datent de l'époque, des milliers de pages, dans l'espoir de pouvoir tomber sur un minuscule réupload de la vidéo. Mais des fois quand je vois des trucs comme ça, j'en viens presque à souhaiter que ces gens-là ne trouvent jamais la vidéo. Parce qu'en fait ils ont l'air trop heureux de la chercher. Il y a presque ce truc où bah, le jour où ils la trouveront, il y en a plein, ils vont être en mode putain, quel est le sens de ma vie? Maintenant je suis perdu. La vérité. Ils vont également écumer des milliers de pages au point de regarder d'autres screamers dans la Wayback Machine pour avoir éventuellement la vidéo sur Mario 64 dans les recommandés. Pourquoi faire ça? Pour pouvoir retrouver la miniature de la vidéo. Et le pire c'est que la miniature elle a été trouvée. Mais pas comme ça. Elle a été trouvée grâce à une page Facebook qui avait été créée pour le screamer par Lotusman17 lui-même. Et tout ça, toute cette activité... Il a créé une page YouTube pour le screamer. Absurde pour une vidéo random,
c'est arrivé aux oreilles de Adam Bounds, de Lotusman 17, le créateur lui-même. Celui-ci a été questionné sur un Discord dédié au mystère sous son pseudonyme nouveau, Coffee in a Cup, et qui a pu répondre aux questions et faire barrage à la quantité monstrueuse de fausses pistes et de faux souvenirs disséminés ici et là. Déjà, il a confirmé ce dont beaucoup de personnes avaient déjà peur, le fait qu'il avait supprimé la vidéo et qu'il n'en avait plus accès, qu'il l'avait supprimé de son disque dur, quoi. Il a aussi donné des informations sur les outils qu'il a utilisés pour modifier le jeu, etc., etc. Mais les informations majeures qui sont revenues, c'est les informations sur l'histoire du son qu'il y avait dans la vidéo. Et ça a permis d'éclaircir des fausses pistes et des faux souvenirs qui se baladaient beaucoup. Parce que oui, à l'époque, les gens n'étaient pas clairs sur la musique dont ils se souvenaient. Beaucoup de gens pensaient qu'il y avait du Evanescence, ce qui semble être pour le coup un faux souvenir, mais également des gens qui se souviennent de l'utilisation de Dreamscape de 009 Sound System à l'intérieur de la vidéo. Vous connaissez forcément ce son si vous avez utilisé YouTube en 2008. Et oui, c'est le son un peu bizarre là. 2009. Je peux pas le jouer du tout parce qu'il est claim. On peut à la limite en mettre une. Oui, mais t'avais fait une demi-seconde. Oui, voilà. J'en parle plus clairement dans la première partie de l'iceberg de YouTube. Et en fait, il va expliquer qu'il a utilisé la fonction audio swap de YouTube pour d'abord enlever le son quand la musique originale Whispers in the Dark de Skillet avait été claim, puis ensuite pour mettre 009 Sound System, mais truc que personne n'avait vu venir et dont personne ne se souvenait, c'est qu'apparemment il a reçu un mail d'un gars nommé Alexander Pearls, le créateur du groupe 009 Sound System, qui lui a donné 40 balles pour qu'il change le morceau par un morceau du nom de Database sous son propre nom. Et il a... Quoi ? C'est nul. Accepté. Stonks. Et enfin, on en arrive à aujourd'hui, avec la dernière avancée en date dans la recherche. Un youtubeur portugais du nom de Nez qui publie une vidéo maintenant supprimée de 5 secondes contenant une capture d'écran du screamer. Celle-ci provenait, selon ses dires, d'un vieux téléphone d'un de ses amis, et il se souvenait avoir enregistré une vidéo réaction au screamer, mais il ne l'a jamais trouvée par la suite. Et c'est toutes les informations qu'on a sur une des vidéos Lost Media les plus recherchées de l'histoire. Pourquoi ? Mis à part pour la nostalgie, je ne sais pas. Mais ça me fascine, la quantité de travail que mettent certains chômeurs sur Internet. Et encore, là, je ne vous ai donné qu'un résumé des vive les chômeurs, hein. réussites de ces recherches. La quasi-totalité des recherches s'est concentrée durant une période de 40... Dans 20 ans, il n'y en aura plus sous Macron. 41 jours, durant un événement qu'on appelle un OTH dans le domaine du Lost Media. Un OTH ou On the Hunt, c'est une littérale chasse qui est réalisée et organisée par le Lost Media Wiki, où des tonnes d'utilisateurs vont concentrer leurs efforts de recherche sur une seule et unique vidéo. J'aurais pu vous parler des gens complètement déter qui ont écumé des milliers de pages sur des serveurs étrangers, japonais et polonais. J'aurais pu vous parler des gens qui ont essayé d'écumer l'intégralité des partages qui ont été effectués de la vidéo afin de retrouver une archive Wayback Machine qui puisse faire jouer la vidéo. Mais comme la plupart de ces recherches n'ont mené à rien, celles-ci vont passer inaperçues dans la recollection de l'histoire, ce qui est bien dommage car ça diminue l'intégralité des efforts de recherche qui ont pu être effectués. Mais oh là là, vous êtes là. C'est une... triste, feld up. Un des trucs les plus frustrants avec cette histoire et avec cette recherche... Vous voulez faire aussi un bingo Non, j'ai plus une tier list là, comme Yokaino. C'est les vidéos là que je vous joue depuis un petit moment. Chacune de ces vidéos est soit un hoax qui a essayé de prétendre être la vidéo originale, soit une recréation assumée. Mais ce type de hoax reproduisant la vidéo pour essayer de se faire passer pour la vidéo originale, c'est un des obstacles les plus importants au fait de retrouver des vidéos Lost Media de YouTube. On en parlera plus clairement dans un des cas de la partie 3 donc de cette vidéo sur les Lost Media, mais c'est un truc qui a clairement ralenti les recherches malgré le nombre de gens qui se sont penchés dessus. Et enfin, comble de la frustration avec cette histoire, cette vidéo a eu presque 1 million de vues. Il est certain que caché dans YouTube, un bot ou quelqu'un de malhonnête l'a téléchargée à l'époque pour la reposter. Que ce soit sur YouTube ou Dailymotion d'ailleurs. Ces reposts extrêmement probables, parce que c'était un des trucs qui se faisait le plus à l'époque, sont l'un des seuls espoirs de retrouver la vidéo. Et ils sont probablement là, perdus dans les serveurs de Google, disponibles ouvertement sur YouTube, et il est encore plus probable qu'ils ne soient jamais retrouvés. Oui, bon. C'est pas le plus intéressant. Pub japonaise de police. Pub japonaise de police, ok. Imaginez, vous êtes un enfant japonais en 1970 durant le mois de février. Du mal oui. Vous habitez à Tokyo et vous regardez la télévision tranquillement, zappant d'émission en émission, quand soudain, entre quelques pubs, vous voyez ça. 警察庁からのお願いです。
梅内恒夫24歳爆発物取締罰則違反の容疑者身長 Actuellement, Ah, j'avoue, c'est flippant. vous êtes en train de regarder une recréation relativement fidèle d'une série de pubs qui a été réalisée par le département de police métropolitain de Tokyo et qui ont été diffusées à partir de 1970 pendant une durée indéterminée. Elles ont été réalisées pour la création du mois des enquêtes de suspects recherchés. Le concept est simple, rappeler régulièrement pendant un mois chaque année tous les suspects recherchés pour des faits graves à la télévision dans cette ambiance malsaine et terrifiante, et ce sur 5 chaînes télévision 身 majeures. 長100 Non, mais du coup, ça m'étonne pas que. Mais attendez, il y a une méta où ce genre de truc a inspiré l'auteur de Death Note, en fait. Peut-être que l'auteur de Death Note, il a vu ça un jour à la télé, il s'est dit, ah, 176センチ眉毛が濃い ça tiendrait la route. この顔見たら110番 C'est une série de pubs qui n'a pas fait beaucoup de bruit du tout et qui a très vite disparu des consciences. À l'exception évidemment des enfants qui l'ont vu à l'époque, qui ont commencé à en parler dès qu'Internet devenait disponible dans les foyers. Les discussions autour de cette campagne publicitaire ont commencé dès avril 2002, sur le message board 2channel, l'ancêtre de 4chan japonais, où des utilisateurs anonymes ont créé un thread pour parler de ces pubs qui les avaient terrifiés à l'époque. Sauf que personne n'arrivait à la trouver. On peut voir dans cette discussion les gens lentement recréer pièce par pièce le souvenir complet de ce à quoi la pub ressemblait. D'abord avec les informations principales, comme par exemple le fait que la pub était là pour faire la promotion du numéro 110 au Japon, numéro qu'on doit entrer si on remarque un crime ou quelqu'un qui est activement recherché, mais il y a aussi eu des informations sur la forme de la pub. Elle commençait par le bruit d'une sirène de police, puis une voix qui disait quelque chose comme « Contactez la police, ce criminel est en fuite. Si vous voyez quelqu'un ressemblant à cette photo, appelez le 110. » Mais on dirait un petit enfant. Après, peut-être que je suis pas physionomiste des Japonais, mais il a l'air bien jeune, non? 26 ans. Ou alors c'est une meuf, très... je sais pas. suivi de tonnes de photos troublantes de personnes recherchées ou de portraits robots. Évidemment, cette pub, elle a énormément marqué les enfants japonais de l'époque. Ces pubs apparaissaient souvent le soir, parfois autour de dessins animés de l'époque, et parfois, selon d'autres personnes, ça arrivait complètement au pif au milieu d'un programme. Sur le moment, beaucoup de gens pensaient que c'était une sorte de légende urbaine, une sorte de faux souvenir général, mais ça a bel et bien été prouvé en 2006 comme étant quelque chose qui a existé. En effet, sur un thread de 2channel, une personne va répondre avec une archive de grille de diffusion de l'époque, avec un transcript de pub très similaire, prouvant donc que cette campagne de pub avait bien été initiée. Depuis la découverte de ces grilles de diffusion, il y a également de nombreux articles qui ont été découverts qui parlent de cette campagne de pub, solidifiant encore plus son existence. Et le truc qui est frustrant avec ce sujet, c'est qu'on n'a pas grand chose d'autre à dire. On est en face d'une grosse campagne de pub qui encore aujourd'hui reste complètement perdue sans le moindre archivage. C'est étonnant quand même que les gens aient pu douter du fait que ça existait alors que tout le monde en parlait. Et ce, malgré le tourment qu'elle a causé à des tonnes de gosses à l'époque. Les photos floues Bon, en après, le tourment abuse quand même. noir et blanc, le bruit de la voiture de patrouille. Moi, je trouvais que c'était ce qui était plus tourmentant. Genre, la première fois que t'as fait rencontre à l'époque, pour ceux qui sont suffisamment vieux pour connaître ça, hein. Mais après, ça va, dans le chat, vous avez souvent mon âge ou un peu plus et tout. Ceux qui ont connu les écrans d'attente quand la fin des programmes, la fin de la grille des programmes arrivait, et à la fin, t'avais l'image avec des couleurs, là, avec du gris, avec des pixels, et le son. Et ça, première fois que j'ai vu ça, j'ai un truc mystique en fait. J'étais en mode, que c'est que ça? Bon, je comprenais pas. J'étais en mode, c'est quoi? C'est un truc dans ma télé là? Il y a un truc dans ma télé? Ouais, le rond bizarre là, ouais. Le truc de calibrage, ouais, c'est ça. En fait, quand t'es gosse, quand tu comprends pas ce que c'est, ça fait peur. Qui a soudainement démarré et la nature Je inorganique. croyais que c'était l'alerte nucléaire. Ah oui, putain, l'alerte nucléaire, ça quand? Putain, c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais plus, peut-être que j'habite pas à côté d'un truc nucléaire, mais j'entends plus souvent l'alerte nucléaire. En même temps, je me lève trop tard. Je me lève beaucoup trop tard. De la narration était si effrayant que mon frère et moi nous sommes bouchés les oreilles et avons crié. Et une des Oui, ça existe le truc de calibrage en fait avant, c'est parce que la télé, elle diffusait pas en continu. Il y avait certaines télés, elles faisaient leur programme et puis arrivé 2h du matin jusqu'à 6h le lendemain, bah il y avait rien. Dans ces cas-là, ils mettaient ce truc là avec un bip comme ça. raison pour laquelle elle est perdue, bah c'est simple. 1970, personne n'a de caméra personnelle, encore moins de moyens d'enregistrer la télévision de manière claire et nette avec une cassette. Mais alors du coup, pourquoi il y a quand même de l'espoir pour pouvoir la retrouver? Eh ben c'est simple. Malgré le fait qu'il n'existait que très peu de boîtiers pour enregistrer des émissions de l'époque. On doit faire quoi en cas d'alerte nucléaire? On doit aller dans le métro, s'il y a un métro pas loin, et sinon la cave ou... Voilà quoi. Sur des cassettes fiables. Mais bon, généralement, il y a peu de chances que tu survives, mais
pense que quand tu habites à Paris et tout, tu survis à une attaque nucléaire dans le métro, hein. Par contre, c'est le début de beaucoup de galères, hein. C'est le début de beaucoup de galères, mais tu survis, je pense. Bien, il faut quand même se souvenir que c'est une campagne de pub qui était assez massive et qui était énormément diffusée. Si un des rares chanceux à avoir les moyens de le faire a enregistré la télévision à cette époque, il est largement possible qu'on puisse trouver cette pub et ainsi permettre à énormément d'anciens enfants qui ont énormément été marqués négativement par cette pub d'enfin faire la paix avec ce souvenir. Malgré ça, il reste peu d'espoir, mais des gens continuent à chercher. Mais en vrai, attendez, je me pose vraiment une question parce qu'à mon avis, il y a un lore où dans le métro parisien, il y a des salles que certains employés de la RATP connaissent, des salles où il y a des combis anti-radiation. Et donc, si jamais les gens se retrouvaient dans le métro, les survivants, et qu'il y avait un truc atomique, ils enverraient, si les gens étaient obligés de rester dans ce truc-là, je suis sûr qu'il y aurait des réserves. À mon avis, ça a été prévu, ça. Mais est-ce que c'est le cas de toutes les villes? Je pense très sincèrement que ça me paraîtrait logique qu'il y ait des endroits dans le métro avec des combis anti-radiation. Des abris anti-kaiju. Oui, non, je parle pas de ça, mais... Le truc, le premier mercredi du mois, c'est juste une alarme incendie. Non, c'est le truc nucléaire. Une alarme incendie, c'est pas ça. Docteur Folamour a la solution pour que l'espèce survive à une attaque nucléaire. Moi, c'est l'alerte au bombardement tous les premiers mercredis du mois. Mais c'est nucléaire ou c'est bombardement, c'est les deux. Ouais, je l'entends plus. Bah, moi, c'est parce que je me lève trop tard, je pense que c'est pour ça que j'entends plus. C'est pas que nucléaire, oui, c'est ce que je dis. Faut avoir vu le film. Ouais, j'ai pas vu le film. Je te trouve optimiste, Moufette. Rappel, on avait déjà pas de masque pour une pandémie. Ouais, mais moi, je pense... ouais, je suis peut-être optimiste, mais je pense que c'est un truc auquel les gens ont réfléchi. Je pense qu'ils savent très bien que c'est un peu un abri anti-atomique, le métro, donc... bref. Sacks of People. The FBI said today it has identified a suspect in the mailbox bombings throughout the Midwest. En 2002, en Amérique, une panique commence à s'installer. En effet, plusieurs foyers dans le Midwest américain se mettent à trouver dans leur boîte aux lettres le matin une bombe tuyau, un dispositif explosif de fortune et instable. Lentement... Maintenant, il y a une alerte sur le téléphone comme aux US. Ah ouais! Putain, mais ça doit être hyper flippant. Genre d'un coup, sur ton téléphone, tu vois un truc que t'as jamais vu qui te dit il y a une bombe nucléaire qui arrive. Mais la panique, parce qu'en fait, personne n'est préparé à ça. Alors que l'alerte nucléaire, on avait conscience. Genre, les gens, ils étaient en mode tiens, c'est quoi ça? Et les parents, ils expliquaient. Ils étaient en mode ah, bah ça, c'est pour la bombe ou bombardement. Mais si demain, tu reçois un truc sur ton téléphone, tu vas te dire que c'est un bug. Tu vas te dire que t'as été piraté. Tu vas pas te dire immédiatement ok, j'ai conscience que c'est une vraie alerte. Je sais pas, ça me paraît... Les foyers recevant la On bombe n'a pas été formé à savoir que ça fonctionne comme ça. se multiplient et parcourent une distance de 5100 mètres dans en tout 18 boîtes aux lettres américaines dans le Nebraska, l'Iowa, l'Illinois, le Colorado et le Texas. Dans ces boîtes aux lettres, en plus de cette bombe, on trouve une note anti-gouvernement. Les médias s'emparent de l'affaire et la police se met ainsi à chercher le Midwest Pipe Bomber aux intentions à ce moment encore troubles. Alors que l'individu continuait son chemin et que 18 foyers avaient déjà été touchés par les explosions et qu'il commençait également à y avoir des blessés... Alors, je vais remettre en arrière parce que quand je vivais au Nebraska, les textos active shooter, c'était une fois par semaine. Ah oui, ouais, ok. Je crois qu'une bombe sur Panama, ça raserait toute l'île de France avec le souffle atomique. MDR, si Montel affiche ça, c'est finito. Oui. On trouve une note anti-gouvernement. Les médias s'emparent de l'affaire et la police se met ainsi à chercher le Midwest Pipe Bomber aux intentions à ce moment encore troubles. Alors que l'individu continuait son chemin et que 18 foyers avaient déjà été touchés par les explosions et qu'il commençait également à y avoir des blessés, la police reçoit un appel inattendu. Il s'agit d'un père de famille lambda qui leur informe que son fils leur a envoyé une lettre contenant des informations et des allusions aux bombes. La police se met donc à la recherche de ce suspect, Luke Elder. Peter, tonight all law enforcement agencies in the Midwest have been told, be on alert for Luke Helder. We encourage, as a public safety message here, Luke Helder to make contact with us. Sa voiture est assez vite trouvée au Nevada et commence ainsi une poursuite effrénée qui s'arrêtera au bout de longues minutes de conduite ultra rapide.
Luke Elder sera arrêté et on trouvera dans son coffre un fusil à pompe ainsi que 6 autres bombes tuyaux. Parmi les victimes, on ne trouve aucun mort mais des gens blessés à vie, comme par exemple Dolores Werling, 71 ans, qui a perdu 50% de son audition à cause de la détonation et qui a été blessée au visage et à la main. Parce que oui, évidemment, on ne parle pas de petites explosions. Un individu du nom de Doris Zimmerman, 64 ans, traumatisé par l'événement, aurait été propulsé par l'explosion violemment sur la route. Et ainsi de suite. Ces événements ont des conséquences. Pourquoi Luke Elder a fait ça ? Ouais, bon, c'est juste débile. Il voulait ça, le faisait qui. Qui était ce type ? Luke Elder est né le 5 mai 1980. C'est comme les tueurs dans les hôpitaux, là. C'est quoi déjà le tueur ? Le tueur qui... Je crois que c'était une meuf qui mettait du poison dans les perfusions ou je sais plus quoi. Et qui prenait juste du plaisir à se dire, bon, bah les gens vont mourir à cause de moi, quoi. Alors, j'imagine, il y a des profils comme ça. Ils prennent très peu de risques pour mettre des bombes ou faire des trucs vraiment discrets ou insoupçonnables et ça les fait kiffer, quoi. C'est pas des tortionnaires. Enfin, si, des fois, ils ont envie de... Enfin, justement, j'ai l'impression qu'ils osent pas aller plus loin. Oui, ils font ça et voilà. 81 à Pine Island dans le Minnesota. Peu est su sur sa vie avant les actes terroristes qu'il a commis. On en sait néanmoins pas mal sur sa période à la fac. Il était élève à l'université de Wisconsin-Stout pour un diplôme de design industriel. Il était un élève plutôt moyen mais reconnu pour être souriant, gentil et raisonnable, qui ne ferait pas de mal à une mouche. Il était un fan massif de Nirvana, il connaissait tout de la vie de Kurt Cobain et sa chambre était couverte de posters du groupe. Il était également en couple avec une certaine Sarah et était extrêmement fan de musique. Il voulait vraiment créer un groupe de rock comme tous les gens à l'université en Amérique dans les années 2000 qui aimaient Nirvana. Il s'est très vite décidé à chercher un batteur et un bassiste pour former le groupe. Personne n'était spécialement motivé et lui, personne ne lui plaisait vraiment jusqu'à ce qu'il trouve Mike, de son nom de scène. Attends, comment il est passé de musicien raté à poseur de bombes ? Crate Boy, avec qui le courant va passer pas mal. Il va chercher également le gars qui lui avait appris la guitare, un certain Eric Hilscher, qui deviendra le bassiste de leur nouveau groupe, Hey Puffy. Chanteur et guitariste, Luke Elder va se mettre à faire plusieurs concerts originaux et arrivera à produire assez vite une démo d'un album, Sacks of People. Tout semblait aller pour le mieux, mais quelque chose a vrillé. Sack of... Attends. Merde. Sacs. Ah, des sacs de gens. Oui, c'est bien ça. Je me disais, mais non, c'est peut-être pas la bonne traduction. Sacs of... Juste des sacs de gens. C'est nul. Ton groupe, ton album, c'est juste des sacs de gens. On sait pas exactement à quel... Après, je vois très bien. Oui, c'est un peu... Ça fait peur, quoi. Des sacs de gens. Des sacs dans lesquels on met des gens morts. Moment ça a tourné au vinaigre. Oui. Est-ce que c'était la musique au sujet nihiliste et blasé du groupe ? Est-ce que c'était des obsessions ? Pas forcément. On sait néanmoins que plusieurs de ses proches ont dit à l'époque que son comportement commençait à devenir étrange. Il a commencé à s'intéresser de ouf à des croyances New Age, notamment la projection astrale, il en parlait constamment. Il s'est mis également à parler énormément de mort, de questions métaphysiques autour de la mort. Également, il s'est mis à consommer énormément de bœufs. Et apparemment, il faisait des monologues interminables sur ses nouvelles croyances. Putain, j'ai l'impression que ça décrit exactement un pote. Un pote qu'on a en commun avec Ilyes et tout. Non, merde. Dont tout le monde se moquait. Après ça va, mais justement, moi je trouve pas ça dramatique quand même. Enfin, c'est pas grave, on peut se poser des questions comme ça. Parce que c'était juste chiant à écouter et... Mais bon... Et les gens n'ont pas remarqué ça comme un red flag. La chose la plus proche d'un motif pour ces actes qu'on puisse trouver, c'est une lettre qu'il a envoyée au journal The Badger Herald, un journal étudiant de l'université de Wisconsin-Madison, l'université voisine à la sienne. Sauf que ce manifeste est vraiment pas clair. On y voit des déclarations vagues et vastes sur l'écologie, le fait que l'espèce humaine est en déclin, que l'humanité est pourrie et se distrait pour éviter la souffrance et qu'il faut passer outre l'enveloppe corporelle. Mais maintenant c'est bien sympa, mais ça explique strictement rien à ce qui s'est passé. Pourquoi des bombes dans les boîtes aux lettres ? Chose encore plus étrange et troublante, si on regarde la carte des endroits où il a placé des bombes et les endroits où il voulait en placer d'autres, on peut voir que leur chemin dessine un smiley. Pardon. Oh là là. Ok. Un smiley c'est nul. Qui ressemble au logo de Nirvana. Quel génie, mais non, mais quelle horreur. Putain. Dans toutes les vidéos qu'on peut trouver de Luke Elder en état d'arrestation, on le voit brandir un sourire complet. Sourire qui va complètement... Sourire complet, dose un peu. C'est pas un sourire complet, ça. Un sourire très crispé. À l'encontre du personnage que ses proches décrivent. I was very shocked and surprised. He was a great friend.
En 2004, lors de son procès, il sera déclaré comme incapable d'être jugé à cause de problèmes mentaux et il sera placé ensuite en hôpital psychiatrique jusqu'à nouvel ordre après un diagnostic d'un trouble schizoaffectif et aujourd'hui, il y est encore. Mais du coup, vous l'imaginez certainement, le lost media dans tout ça, c'est l'album Sacks of People de Apathy. Au moment où les news sont arrivées, personne n'arrive à en trouver la moindre trace. Il y avait bien un site du groupe qui aujourd'hui a été en partie archivé, mais aucune... Non, mais par contre, j'arrive pas à enlever ce truc de ma tête. C'est-à-dire, c'était quoi son kiff? C'est de se dire qu'il y a des enquêteurs. Putain, la série, merde. Merde. Ah, putain, les trous de mémoire, c'est chiant dans ma vie. The Wire, où ils sont là, face à un tableau, et ils mettent des points, ils sont en mode et d'un coup ils disent un smiley. Un smiley. Et est-ce que, je sais pas, t'es enquêteur, je sais pas, à mon avis tu rigoles, hein. Une trace de ce putain d'album. On a Putain, mais le mec est taré. juste vaguement une pochette d'album qui traîne sur internet, des photos de concerts, mais c'est à peu près tout. Jusqu'à ce que des gens trouvent 2 morceaux issus de l'album qui se baladaient sur internet. C'est étonnamment des morceaux On dirait la musique de Feld Up. assez sympas. On sent que c'est un nouveau groupe, mais il y a une J'aime bien, il a dit assez sympa. Oui, c'est vrai, j'aime bien. vibe assez intéressante et un peu dark, même si Luke essaye, et ça se sent à des kilomètres, d'imiter Kurt Cobain dans chacun de ses morceaux, ce qui a tendance à me saouler un peu. On trouve peu de traces de la recherche de l'album sur internet. On sait que l'album était vendu par le groupe pour 8$ l'album, mais que les disquaires du coin le donnaient gratos. Mais au-delà de ça, on n'a pas d'informations sur le nombre de copies, et on ne sait pas combien de personnes y ont eu accès, ni même quelles personnes sont allées à leur concert, ce qui pourrait vraiment aider à retrouver des archives. Et enfin, en 2021, quelqu'un sur Reddit retrouvera un autre morceau du groupe, le morceau Mindsight, sur une compilation du label Last Minute Records nommé Stagnation in Progress. Et il ne le postera pas. On imagine bien les raisons de pourquoi il ne veut pas partager ça, hein. Ça l'intéresse pas, c'est lié à des trucs pas cool et il s'en fout. Ça saoule les gens comme moi qui sont intéressés pour avoir ce genre de lost media, quoi. Et c'est sur cette note frustrante que s'arrêtent les recherches. Aujourd'hui, on n'a pas la moindre info et les recherches continuent. Encore aujourd'hui, je n'ai pas réussi à savoir comment des gens ont eu accès à ces 2 morceaux qui traînent sur internet, ni même si ces morceaux sont à 100% legit, mais beaucoup de gens espèrent un jour trouver cet album dans l'objectif de comprendre un peu la psychologie et dans quel univers artistique progressait cette personne troublée qui a causé énormément de problèmes autour de lui. Lostboy.exe. En août 2012, une rumeur va commencer à se propager sur 4chan. C'est une rumeur qui tournait autour d'un thread qui avait été fait quelques jours plus tôt. Un thread qui faisait la pub d'un jeu vidéo d'horreur nommé Lostboy.exe. Il était présenté, accompagné de quelques screenshots. Putain, j'ai besoin de vous parler d'un truc. Récemment, moi j'ai été matrixé par un truc, je sais pas, ça a dû vous arriver parce qu'en vrai les pubs elles sont fréquentes. Et je pense que vous aussi. C'est que j'étais perdu sur un truc et en fait je me suis vite rendu compte que c'était un sujet dont plein de gens avaient parlé, c'est juste que j'arrivais pas à trouver les bons termes sur internet pour essayer de comprendre. En gros, c'est une pub pour un jeu, un truc en mode waifu, tour par tour, un peu pas Red Shadow Legends, mais un peu ce genre de jeu tour par tour, gacha et tout ça. Et en fait, les pubs pour ce jeu, c'était des espèces de pubs en mode Pokémon pixel, mais avec une ambiance genre lourde et avec des phrases du genre le monstre est en toi. Veux-tu vraiment le capturer? Il va te faire du mal. Enfin, c'est que des trucs comme ça un peu bizarres. Ils avaient fait plein de pubs comme ça. Evertail, voilà, on est d'accord. Et en fait, j'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ça? J'étais pas bien. Salut Alou Furtif. Et en fait, je trouvais pas sur internet, je me disais, mais attends, je fais face à un phénomène bizarre, genre ça m'est adressé directement, ou enfin, je commençais à devenir mystique. Et en fait, non, très bizarre ce truc d'Evertail. Si vous voyez ça, en fait, des fois, vous avez des pubs Evertail où, en gros, ça vous montre un jeu qui n'est pas le jeu. C'est un truc en mode Pokémon et tout, mais c'est un truc qui a été fait pour happer votre curiosité pour le truc un peu sombre, bizarre. Et ça a marché sur moi, hein, parce que c'est ce qui me parle, hein. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est que ce jeu? C'est trop bizarre. Et en fait, le jeu, c'est pas du tout le même. Vous allez juste trouver un gacha parce que vous avez, je sais pas, en fait, ils font un truc de marketing. Et il y a plein de gens sur Internet, en fait, j'ai trouvé ensuite les discussions. C'est un phénomène qui existe depuis un moment. Et les gens se posaient des vraies questions sur, mais est-ce que c'est pas de la pub mensongère? Est-ce que c'est pas répréhensible, en fait, de faire ça? De faire un faux jeu effrayant pour vendre un jeu qui n'a rien à voir, juste pour avoir du clic. Il y a plein de pubs comme ça avec de faux gameplay. Ouais, mais là en particulier, c'est même pas du faux gameplay. C'est que c'est un jeu, ça n'a rien à voir. En fait,
pour vraiment m'expliquer, tu as un jeu où tu as des meufs en mode loli, haha, et c'est un gacha, genre elles sont en petite tenue et elles tuent des monstres. Et la pub pour le jeu, c'est un truc en mode Pokémon pixelisé, avec une ambiance sombre qui fait peur. Ça n'a rien à voir. Et pourtant, ils ont fait une campagne comme ça. Et je trouve ça fascinant. Genre, pour essayer peut-être de récupérer un public de gens un peu sensibles à ça comme moi, quoi, j'imagine. Montre en stream la pub. T'as bien conscience que je ne peux pas. T'as bien conscience qu'il faut que j'attende que la pub pop par hasard. Non? Et j'étais tellement matrixé que j'avais fait des captures d'écran en mode vite, la pub apparaît. Je faisais des captures d'écran sur mon truc et je l'envoyais sur Discord à mes potes en mode c'est trop bizarre. Et en fait, ils m'ont expliqué que c'était un sujet de discussion. Voilà. Les jeux mobiles, ils spamment des pubs, ils en font des dizaines de milliers, donc tu peux littéralement tomber sur une pub que personne n'a vue. Ouais, mais là, je pense que les gens l'ont vu. Le truc d'Evertail et tout ça. Je pense que là... Attendez, en vrai, si je cherche... Evertail fake ads. Ouais, c'est ça. Oui, voilà. 3,4 millions, les gens en ont parlé, quoi. Les gens ont parlé de ce truc-là. Et les ads fake, c'était en mode... c'est quoi? Oui, le truc des fausses publicités. Over the last couple of days, C'était ça. I've been getting ads for this game called Evertail. Now, as you can see, these ads take a lot of inspiration from Pokemon and Omori. By that, I mean they literally just stole white space, like, come on. So I decided Ils ont volé le truc d'Omori. Mais pourquoi essayer de cibler les gens avec ça? to listen to the ad and get the game. Now, Voilà, et le jeu n'a rien à voir. Enfin, si vous voyez la page du literally jeu, just stole white space, like, come on. So I decided to listen to the ad and get le jeu, c'est littéralement un truc comme ça avec des meufs en mode waifu. the game. Now, I will acknowledge that a lot of the reviews are pointing out that it Et has... le jeu, c'est ça. So the humans are talking about stuff. Guys, don't worry. I'm not skipping the... Ça n'a rien à voir. Enfin, je sais pas, c'est très étrange. Ça m'a posé beaucoup de questions, ce truc. Comme un clone de Slender, avec une esthétique. Merde, du coup, c'était quoi le... Ah oui, 4chan? Ces deux morceaux qui traînent sur Interbom, Il parlait de 4chan. c'est une rumeur Lost Boy, ok. qui tournait autour d'un thread qui avait été fait quelques jours plus tôt. Un thread qui faisait la pub d'un jeu vidéo d'horreur nommé lostboy.exe. Il était présenté, accompagné de quelques screenshots, comme un clone de Slender, avec une esthétique simple et efficace. Pour rappel, 4chan est un site majoritairement apprécié et également critiqué pour un détail, son anonymat complet. Tous les utilisateurs postant sur le site sont intraçables. Il est difficile de déterminer si un message a été fait par une personne ou une autre. Bref, ici, il ne faut faire confiance à personne. Le berceau de l'alt-right. Donc, quand quelqu'un arrive et te propose de télécharger son jeu vidéo pas ouf, normalement, tout le monde doit se méfier. Mais là, couplé au fait qu'il y avait plusieurs personnes dans le thread qui partagent... Après, ça va. Normalement, tu lances une... Comment ça s'appelle, là? Une... Là, les développeurs mentaux, là, comment ça s'appelle? Le truc où tu lances un truc pour être sans danger. Genre une... Tu lances un ordinateur dans ton ordinateur. PC virtuel. Virtual machine. Une virtual box. Ouais, c'est ça, ouais. Et ça marche avec les trucs piratables comme ça. Tu lances une machine virtuelle, normalement, t'es safe, non? C'est ça, non? leur screenshot du jeu qu'ils venaient de télécharger. Ça a visiblement fait Pas toujours, mais oui. baisser la garde de plusieurs personnes qui n'auraient visiblement pas dû. Les screenshots du thread original, je ne les ai pas trouvés. Il est possible qu'il en existe et j'ai quelques passages visiblement censurés, mais l'histoire du jeu reste néanmoins connue dans l'histoire du site pour un détail. On ne sait pas si c'est le premier lien de téléchargement ou un autre qui a été posté ensuite, mais lostboy.exe était infecté par un virus, un RAT, ou Remote Access Trojan, un type de malware puissant permettant d'avoir accès à l'intégralité d'une machine à distance de manière complètement silencieuse. En effet, quelques jours après le thread original, un individu va poster un autre thread contenant des photos d'utilisateurs prises avec leur propre webcam, des photos de leur dossier, mais aussi il leakera des infos de cartes bancaires stockées dans leur PC. En bref, en un thread, un utilisateur dont on ne savait pas encore à l'époque s'il mentait ou non venait de créer une panique massive sur le site. Quelques jours plus tard, le 28 août, une information officielle fut diffusée sur 4chan, confirmant que lostboy.exe était infecté et rappelant de ne rien télécharger sur le site. C'était vrai.
et des tonnes de personnes ont été hackées d'une manière sournoise, insidieuse et véritablement pas cool. Et on ne sait évidemment pas à quel point ça a eu des conséquences sur certaines personnes, étant donné qu'en général sur 4chan tu partages pas ce genre d'informations, mais en tout cas c'est rentré dans l'histoire de 4chan comme un des témoins les plus drôles de pourquoi il ne faut jamais cliquer sur un lien qu'on ne connaît pas. Il existe extrêmement peu d'archives de cette pièce de l'histoire de 4chan. J'ai trouvé quelques individus sur Reddit prétendant avoir des archives des threads contenant les leaks d'informations hackées, mais il semblerait que l'intégralité de ces discussions ait disparu. Le jeu et le grabuge qu'il a causé sur 4chan est devenu une sorte de même niche de l'histoire du site, certains ressortant le jeu de temps en temps dans des discussions et même amenant le jeu à ressortir sous la forme de blagues, notamment apparemment sur le système de financement Steam Greenlight ou alors à travers de vidéos random sur internet racontant l'histoire et propageant le mythe. Mais du coup, le jeu, c'était quoi? Parce que oui, c'était pas juste un virus, il y avait bel et bien un jeu associé à tout ça. Pour que les gens ne se disent pas automatiquement « Merde, je viens de télécharger un virus, il faudrait peut-être que je réinitialise mon PC ». Non, il y avait bel et bien un jeu. C'est là qu'arrive le Lost Media. Ah ouais, il y avait vraiment un jeu. Le mec il s'est cassé le cul à faire un jeu. Personne ne semble avoir le jeu, même sous sa version infectée d'un virus. Personne. Et peut-être que c'est pas Al Slenderman quoi. C'est la gueule du développeur qui apparaît dans le noir en mode « J'ai piraté ton PC » avec un texte écrit. À part Saint. Un gars dont j'ai déjà parlé dans l'iceberg de YouTube, comme étant un mec impliqué dans des tonnes d'histoires de jeux vidéo perdus, chelous et niches, qui a fait une vidéo gameplay commentée du jeu. Aujourd'hui, la seule trace de celui-ci. Hello, welcome to Lost Boy. This is a game where you're a boy in a maze. Super, on a l'air de se faire chier. Hein. Il s'agit d'un simulateur de randonnée, dans un tout petit labyrinthe sous fond d'ambiance vaguement creepy. En fait, il y a quelqu'un à côté de toi. Oh non! Ah non! C'est... Merde! Vous pouvez voir parfois d'étranges images sur les murs, dont celle-ci où on voit une sorte d'image de démon. C'est nul. C'est moi où il a gommé le sexe? Celle-ci avec des peintures religieuses montées de manière brute. Ouais... Ou alors ces images vaguement liées à la paternité et la maternité. Ah ouais, c'est effrayant. Et c'est tout. C'est tout? Il n'y a même pas de monstre? Il n'y a rien d'autre. Pas d'intérêt. Le jeu est nul. Bref, vous l'avez compris, le jeu n'est pas très intéressant et peu d'images et vidéos. Il aurait pu mettre un monstre avec une IA claquée qui te suit et qui, je sais pas... tourne autour. Mais moi, je veux le trouver. Et figurez-vous que pendant un moment, j'ai cru l'avoir trouvé. En effet, quand je me baladais sur un forum, il y a quelqu'un qui a mis un lien vers une archive de archive.org. Parce que archive.org, c'est pas que la Wayback Machine, c'est également une database extensive compilant des tonnes d'archives que l'on peut télécharger. Celle-ci ne possédait que quelques centaines de vues et elle proposait un lien de téléchargement assez crédible. À ce moment-là, j'ai fait un appel sur Twitter parce que j'avais peur en effet de télécharger un virus et moi je m'y connais absolument pas en cybersécurité. Ce que j'avais vu quelque part, c'est qu'on pouvait à la limite le lancer dans une instance virtuelle de Windows, c'est-à-dire une version de Windows qui est pas liée à une machine mais qui est bel et bien lancée de manière indépendante sur un ordinateur. Une sorte de simulation de Windows. Je contacte d'abord une personne, un certain Louis, qui n'avait à sa disposition qu'une machine virtuelle Linux. Sur Linux, on peut pas démarrer de fichier .exe, enfin en tout cas pas dans l'état où on était. Du coup, tout ce qu'on a fait, c'est regarder le code source de ce fichier exe et on n'a rien trouvé de spécial, malgré quelques petites choses intrigantes. 31 décembre 1969, il s'est passé quoi ce jour-là? 31 décembre 1969. Moi, pendant ce temps-là, je me suis demandé, mais qui d'autre aurait pu avoir une machine virtuelle Windows? Et je me suis rappelé qu'un des membres de mon groupe de musique, Pierrot, était calé en cybersécurité. Littéralement, il a des tafs en tant que programmeur. Du coup, je l'ai contacté et s'ensuit une discussion très drôle et très longue, alors qu'il se met à télécharger une machine virtuelle Windows. Alors, je vais t'expliquer pourquoi j'ai besoin de toi. En août 2012, il y a un jeu qui a commencé à tourner sur 4chan, qui s'appelle lostboy.exe. Mais ce jeu était accompagné d'un virus, un RAT, Remote Access Trojan, et aujourd'hui, c'est un Lost Media. Moi, en me baladant sur internet, je suis tombé sur une archive. C'est censé être une version désactivée du jeu. Et comme moi j'ai un petit peu peur, je voulais demander... Ah, c'est intéressant, on va voir si c'est resté activé. ...à quelqu'un qui s'y connaît en cybersécurité, c'est-à-dire toi, afin d'être sûr qu'il n'y a pas de virus à l'intérieur de cette archive. Faut que j'installe Windows 7 du coup. En passant, moi je vais me faire... Windows 7? Pourquoi Windows 7? Deux cafés différents. Attends, je vais prendre une gorgée de mon café, mais il sera trop chaud, t'inquiète pas. Ah, il est trop chaud. Lui, il va lancer des parties sur chess.com. Du coup, ça va, tu gagnes du coup ta partie là. Et quelques heures après, je lance l'enregistrement. Il a enfin accès à une machine virtuelle Windows. Sur le moment, je suis un peu extatique, mais je suis également un peu sceptique. Est-ce que j'ai bel et bien accès
à une archive du jeu, qui est pourtant censée être complètement perdue. Cette archive, personne ne l'avait vue. Et également, du peu de commentaires qu'on pouvait trouver, il y avait peu de gens qui l'avaient ouvert. Alors on est sur une machine virtuelle, c'est comme un ordinateur dans un ordinateur. Ça nous permet de faire n'importe quoi sur l'ordinateur sans casser ton ordinateur. C'est très bien quand tu veux par exemple jouer avec des virus. Voilà, alors le document texte, je l'ai déjà ouvert, pour le coup. En fait, au milieu de tout ça, voilà, il y a WASD to move, QE to strafe, Shift to run. Maintenant, du coup, Lost Boy. Exécuté. Insulte bien nulle. Aïe aïe aïe. Toute une soirée pendant des heures pour ça. Ah, c'est goldé. Incroyable. C'est sérieux. Me dis pas qu'on a vraiment fait tout ça pour un LMAO. Vraiment, on a fait ça que pour ça? C'était un troll. Mais c'est important quand même comme histoire, parce que ça met en place plusieurs choses. D'abord, trouver un lost media, c'est jamais facile, et ça demande beaucoup d'abnégation. Ce genre d'échec et ce genre de technique, c'est la majeure partie des obstacles auxquels on fait face quand on se met à chercher des lost media. Et ça me paraît important de le pointer du doigt. Mais également, ça m'a amené à penser à une théorie du complot. Saint, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mec qui est ultra lié à des trucs de jeux vidéo perdus, vaguement connus de l'histoire d'Internet et de l'histoire du jeu online. Mais Saint, il est aussi connu pour avoir créé énormément de hoax. Il a notamment créé un hoax du nom de Schnell Online sur un jeu visiblement massivement en ligne qui aurait été c'est quoi ça? Abandonné et sur lequel il se serait passé des choses étranges. Ma théorie, ce serait que le gameplay de Saint serait inspiré de la légende de lostboy.exe qu'il avait vu sur 4chan. Sa vidéo pop complètement au pif 2 ans après l'événement alors que plus personne n'en parlait. Est-ce qu'il aurait pas créé un jeu vidéo tout seul, dit que c'était lostboy.exe et que tout le monde est tombé dans le panneau? Parce que ça ressemble vraiment à son comportement de troll qu'il a déjà exhibé plusieurs fois sur internet. Après, s'il a fait ça, en vrai, je le respecte. Hein. Il s'est bien foutu de leur gueule. Et après, pour être allé rechercher la texture, la bonne texture, ou alors la redessiner soi-même et tout. Rien que ça. Hein. Est-ce qu'on serait pas en face, et c'est souvent le cas dans l'histoire des jeux vidéo mystérieux, d'un bon gros troll de Saint? Je lui ai envoyé un message sur Twitter pour lui demander s'il avait accès à lostboy.exe. Il m'a pas répondu. Les recherches continuent. Ok. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Elle était bien, hein. Bon, faut pas s'attendre à des dingueries avec les vidéos archives Lost Media et tout ça, mais moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Et surtout la partie enquête comme ça. Bon, après forcément, dès que ça sous-entend des histoires un peu creepy, bon voilà, tu t'ennuies moins. Bon, désolé, c'est divertissant, quand bien même c'est creepy, quoi. Mais en vrai, moi j'aime bien. Il y a beaucoup de gens qu'il a du plaisir à les faire en tout cas. Beaucoup de temps arrivé et c'est définitivement une vidéo un peu étrange, mais j'espère pouvoir sortir la partie 3 un peu plus rapidement. On approche doucement du findings numéro 100 qui sera le findings sur This House Has People in It, notamment à cause d'un donation goal que j'ai réalisé pour le Battle 4 que j'ai fait récemment. Moi j'ai encore plein de choses à faire, j'ai hâte de vous montrer la partie 3, il va y avoir plein de sujets hyper intéressants, on va parler de Lost Media qui ont été complètement perdus, mais également de Lost Media dont on n'est même pas sûr de l'existence. Ça va devenir fou, vous inquiétez pas, il y a vraiment des trucs hyper intéressants et étranges. J'espère que l'orientation en plus portée sur l'absurde et l'étrange que l'horreur pure dans certains sujets vous a plu, et donnez-moi vos retours dans les commentaires, moi ça m'intéresse. Bref. Mais ouais, il a l'air heureux, fait le double, c'est bien. Bref, merci d'avoir regardé, partagez la vidéo. Ouais, regardez-le, il y a tellement de vidéos où il tire la gueule. Regardez, c'est incroyable. Il est rayonnant, quand bien même il est le petit prince des ténèbres dans le noir, ça va. Si elle vous a il a l'air de bien se porter. Plu, à la prochaine. Moi, j'ai contente pour les petits torturés comme Feldup d'être heureux. Non, mais c'était bien. Ouais. Ouais.